Et pour poursuivre sur le sujet des 2 sessions à venir et de la saison politique chinoise qui débute la semaine prochaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Wu Zhixian, analyste pour CGTN français. Bonsoir Monsieur Wu. Bonsoir. Et ravi de vous avoir sur notre plateau. C'est un plaisir. Alors pour commencer, peut-être pourriez-vous nous rappeler l'importance des 2 sessions qui constituent pour la Chine un événement politique majeur, mais qui n'est peut-être pas forcément connu de notre public francophone. On parle d'un processus qui reflète la démocratie populaire. Comment ? Bon, en effet, les 2 sessions constituent des événements très importants pour la vie politique des Chinois. Chaque année, toujours au mois de mars. Toujours au mois de mars, parce que, voilà, on a le temps de faire le bilan du travail de l'année précédente. Juste après le nouvel an chinois. Et on a eu le temps aussi de préparer justement le plan de travail pour l'année en cours. Bon, alors, donc, à cette occasion, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, les députés nationaux se réunissent. Ils sont là pour quoi ? Établir des lois. Voilà, ça c'est la tâche principale. Élire les dirigeants, le cas échéant, parce que tous les 5 ans, il faut renouveler l'équipe dirigeante. Approuver, examiner et approuver, le cas échéant, la nomination de l'équipe dirigeante proposée par les dirigeants, surtout pour les fonctions gouvernementales. Bon, le Premier ministre, par exemple, les ministres. Bon. Et puis surtout, lors des 2 sessions, beaucoup de propositions, de remarques ont été faites par les députés. Mais aussi par les membres du CCPPC, de la Conférence politique consultative du peuple chinois. C'est-à-dire, comme beaucoup de pays, il y a 2 chambres du Parlement. Mais finalement, il y a quand même une petite nuance entre le Parlement chinois et le Parlement des autres pays. Bon. Et quelle est cette nuance alors ? Alors, la nuance, c'est que la CCPPC n'est pas vraiment une chambre haute. Parce que la CCPPC n'a pas un pouvoir législatif. C'est l'Assemblée populaire nationale seule qui dispose du pouvoir législatif. Or, la CCPPC joue un rôle quand même très important. C'est une institution suprême de l'État qui a été créée dès la naissance de la Chine nouvelle. Voilà. L'idée du départ, c'était de réunir toutes les forces progressistes du pays, au moment de la naissance de la Chine nouvelle, autour du parti au pouvoir, c'est-à-dire le PCC, pour pouvoir appliquer une démocratie populaire. Donc, dans cette institution qui s'appelle la CCPPC, il y a tous les partis politiques démocratiques de la Chine qui sont là. Il y a aussi les représentants de tous les milieux sociaux. Ils travaillent à côté de l'Assemblée populaire nationale. Faire des propositions, faire des remarques, jouent le rôle de supervision, comme les députés. Sauf qu'ils n'ont pas un pouvoir législatif. C'est là la différence. Mais en tout cas, les 2 sessions constituent, comme je l'ai dit tout à l'heure, un événement très important pour les Chinois, parce que on fait le bilan, comme je l'ai dit, de ce qu'on a fait l'année précédente, et puis surtout, on dresse le plan pour l'avenir. Bon. Alors les membres de la CCPPC, comment est-ce qu'ils sont choisis ? Et puis, donc, vous disiez qu'ils ont un rôle surtout de conseil, de guide. Comment est-ce qu'on les choisit parmi justement les différentes industries ? Ils sont élus indirectement. C'est-à-dire, chez nous, le système d'élection est assez compliqué. C'est-à-dire, au niveau du district, c'est-à-dire chez nous, il y a l'administration qui est faite par plusieurs niveaux. Il y a le niveau national, le niveau provincial, la province, région autonome, région spéciale comme Hong Kong et Macao. Et puis en dessous, il y a aussi des régions. Des régions, c'est-à-dire en dessous des provinces, des régions. En dessous des régions, il y a aussi des grandes villes et puis des districts. District, c'est l'échelon de base pour l'élection législative. Donc à tous les échelons de district, il y a l'élection directe des députés du district. Et eux, ils élisent les députés de la province ou des grandes villes. Et puis ces gens-là, ces députés provinciaux, élisent à leur tour les
députés nationaux. Voilà. Donc toutes les provinces, toutes les régions autonomes sont représentées dans l'Assemblée populaire nationale. Et puis à côté, il y a aussi l'armée. L'armée constitue un corps à part entière. Voilà. Donc l'armée élit aussi leurs députés dans l'Assemblée populaire nationale. Bon, lorsque chaque province élise leurs députés, voilà, et puis ils tiennent compte de la représentativité des différents milieux sociaux, voilà. Il faut aussi tenir compte de la nécessité de faire représenter les femmes, par exemple. Voilà. Il faut tenir aussi compte des différentes échelons des âges. Voilà. Il ne faut pas que les gens de certain âge représentent majoritairement les députés. Les personnes jeunes, moins jeunes. Je dis, donc les membres de la CCPPC sont un échantillon un peu tout à fait, des observateurs de la société. Et un point très important, ce sont les travailleurs modèles. Ce sont souvent les gens de base, les travailleurs de base, mais qui travaillent très très bien au service des intérêts publics. C'est là un critère principal. Il faut que les députés se comportent de façon exemplaire. Alors vous disiez tout à l'heure que lors de ces 2 sessions, donc, on discute du bilan, mais aussi de l'avenir. Alors cette année, quels pourraient être les points, les domaines qui seront discutés vis-à-vis justement de l'avenir de la Chine? Comme vous pouvez imaginer, chaque année, les sujets qui préoccupent les plus les députés, comme l'ensemble de la population, c'est la croissance économique. Et tout ce qui est lié à cela, par exemple, la création de l'emploi, le revenu, la protection sociale, etc., etc. Bon, alors, je crois que cette année, certains mots sont plus particulièrement... reviennent plus que d'autres. Pris dans les conversations, c'est la nouvelle qualité de la force productive. C'est un terme qui a été utilisé lors d'une réunion du plus haut niveau, c'est-à-dire la réunion du bureau politique. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, je crois que de façon plus précise, quand on évoque la nouvelle qualité de la force productive, on parle de l'intelligence artificielle. C'est un terme chaud dans le monde entier. Ouais. Et la Chine ne reste pas en retard. Là, au contraire, la Chine se trouve au premier rang. On parle aussi de la numérisation des secteurs traditionnels. Ça, on n'a pas fait ça récemment. On a déjà commencé, mais maintenant, on en parle plus. Qu'est-ce que vous appelez par secteur traditionnel? Par exemple, les ports maritimes. Bon, les ports... L'image du port, c'est qu'il y a beaucoup de camionneurs qui déchargent, qui chargent des conteneurs. Maintenant, si vous allez dans les grands ports chinois, vous ne voyez personne. Il n'y a que des robots qui travaillent. Ah oui? Il n'y a que des robots qui cherchent suivant les ordres donnés par l'Internet, parce que c'est téléguidé. Ceux qui cherchent les conteneurs à charger ou qui déchargent les conteneurs depuis les bateaux pour les mettre dans des endroits précis. Bon, donc maintenant, pratiquement tous les grands ports maritimes, c'est automatisé avec l'intelligence artificielle, par exemple. Et puis, il y a aussi, on parle aussi des infrastructures de nouvelle génération, par exemple les relais de télécommunications 5e génération. La Chine est très développée dans ce secteur, elle est champion pratiquement. Bon. Donc tout ça constitue ce qu'on a dit, la nouvelle qualité de force productive. Bon, à part ça, il y a aussi d'autres sujets qui intéressent plus particulièrement cette année les députés locaux, parce que les députés locaux ont déjà eu leur assemblée préalable, avant de voir commencer la session nationale. Bon, d'autres termes, l'ouverture plus élargie. Voilà, ça c'est aussi très important. L'ouverture, depuis des décennies on parle de l'ouverture, mais on ouvre de plus en plus.
la porte de la Chine s'ouvre de plus en plus vers le monde extérieur. Maintenant, certaines provinces commencent à exploiter à fond leur avantage géographique, voilà, pour développer davantage les échanges avec l'extérieur. La province du Heilongjiang, par exemple, province voisine de la Russie, voilà, ils ont fait beaucoup d'efforts pour développer les infrastructures transfrontalières, voilà, le chemin de fer, voilà, le pont, voilà, les routes. Et du coup, maintenant, le commerce entre la province de Heilongjiang et la Russie se développe de façon formidable. Voilà. Pour eux, il ne suffit pas de travailler, voilà, à partir de leur province seule, mais ils veulent vendre tous les produits de la Chine vers la Russie, voilà, importer tous les produits de la Russie pour les revendre dans toutes les autres provinces de la Chine. Donc, vous voyez, une fenêtre, ce sont, voilà, donc, ce sont des idées nouvelles. Voilà. Et c'est le même cas pour d'autres provinces frontalières avec d'autres pays dans le sud, par exemple. La province de Guangxi, la province de Yunnan, etc. etc. Bon, donc ça, une ouverture qui se fait plus au niveau local. Tout à fait, parce que les ports traditionnels, voilà, pour l'ouverture Shanghai, Guangdong, bon, bah, ils sont déjà, voilà, champions, voilà, ils sont en première ligne, mais d'autres provinces commencent à, voilà, exploiter à fond leur potentialité, voilà, spécifique. Ce qui prend une importance accrue post-Covid, surtout. Oui, surtout. Et puis, un nouveau phénomène, c'est que toutes les provinces et beaucoup de villes ont commencé à exploiter leur patrimoine culturel. Voilà, ça, je crois que ça, c'est un nouveau phénomène. Peut-être c'est grâce au développement économique. Avant, il fallait... voilà. Évidemment, ce genre de développement nécessite beaucoup d'investissement au début. Mais avant, peut-être, les moyens financiers n'étaient pas au rendez-vous. Et maintenant, c'est possible. Bon. C'est aussi une nouvelle idée, voilà, un terme dont on parle beaucoup, mais on voit déjà beaucoup de réalisations, hein, surtout lors de la récente fête du printemps, avec le mouvement touristique. Beaucoup de sites... voilà, du patrimoine culturel ont été découverts et appréciés et connus maintenant, voilà, par le public. Et puis un autre sujet, voilà, c'est le vieillissement de la société, les personnes âgées, voilà, dont je fais partie. Voilà. Et puis les petits, parce que on constate une chute de taux de naissance. Voilà. Comment encourager les jeunes à faire des bébés? Bon, ben, ça c'est aussi un sujet. Bon, ben, en tout cas, tous les sujets concernant l'économie, concernant la vie, voilà, le niveau de vie de la population, voilà, sont au cœur de discussion. Alors, tous les sujets que vous avez évoqués sont des sujets vraiment d'actualité. Je pense notamment à celui dont vous venez de parler, donc le fait que la population vieillit et que aujourd'hui les personnes de notre génération sont face à une pression accrue parce que ils sont souvent issus de familles à enfants uniques et donc un couple par exemple va devoir prendre en charge 4 personnes âgées. Et aujourd'hui en Chine, les infrastructures pour accueillir les personnes âgées commencent à être développées, mais ne sont pas encore tout à fait en place. Donc c'est un sujet par exemple qui est assez d'actualité. Donc par rapport à l'année dernière, est-ce que vous voyez un changement, une évolution par rapport au sujet évoqué ? Parce que j'imagine que c'est déjà un sujet, par exemple celui-ci, qui a été évoqué l'année dernière. Oui, évidemment. Maintenant, après la pandémie, bon, on se retourne plus vers l'économie et le niveau de vie. Ben, avant, bon, ben, l'année dernière, bon, la pandémie était encore là. L'important, c'était d'abord la lutte contre la pandémie. Maintenant, bon, il est question de voir comment on peut reprendre toutes les activités nécessaires. On avait parlé tout à l'heure, voilà, de la nouvelle qualité de la force productive. Voilà. Et puis, on parle aussi du développement synchronisé des régions. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, voilà, des régions qui cassent les frontières administratives. Par exemple, la ville de Pékin
Oui. C'est une grande ville. Voilà. Et puis la ville de Tianjin à côté. Et puis la province de Hebei qui entoure les deux grandes villes forme justement une région de développement synchronisée. Voilà. C'est aussi le cas pour les provinces qui se trouvent dans le bassin du Yangtze. Voilà. Ma province de Jiangsu, la ville de Shanghai, voilà. La province de Anhui, la province de Zhejiang forment aussi une région de développement synchronisé. Voilà, parce que un développement régional synchronisé permet de libérer plus de potentialités. Voilà, ça c'est sûr. On voit déjà les résultats. Pour que les villes d'à côté puissent profiter aussi du développement des grandes villes. Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a des complémentarités. Par exemple, la province d'Anhui, qui était réputée comme une province un peu en retard par rapport à la province côtière de Jiangsu et la ville de Shanghai. Et maintenant, cette province se développe rapidement parce que beaucoup d'entreprises, initialement basées à Shanghai, à Jiangsu, commencent à délocaliser, etc. Voilà. Donc beaucoup de sujets chauds à suivre pendant les 2 sessions à venir. Merci beaucoup, Monsieur Wu, d'avoir été avec nous sur ce plateau et pour l'ensemble de vos analyses.